sur les traces de l'homme sauvage, c'est le grand angle de ce samedi 24 juillet. La question de l'homme sauvage alimentait bien des débats, mais de quoi, de qui parle-t-on? D'une figure mythologique, d'une relique préhistorique, d'une espèce de singe, d'un humain marginalisé? De nombreuses questions que vous êtes posées tous les deux. Florent Barrère, bonsoir. Vous sortez sur les traces de l'homme sauvage aux éditions Favre, une enquête de terrain entre la France, la Belgique et la Suisse sur les traces de l'ermite. Et Christophe Killian, réalisateur de ce documentaire dont on verra un extrait tout à l'heure. Yéti, y es-tu? Bienvenue à vous deux. La figure de l'homme sauvage existe depuis l'Antiquité. Montaigne ou Voltaire en feront mention. François Truffaut y consacrera un film. C'est quoi l'homme sauvage? De quoi, de qui on parle? Alors, quand on parle de l'homme sauvage en France, ça fait une dizaine d'années que je me pose aussi la question. On est effectivement à mi-chemin entre deux figures. Il y a la figure du folklore, très bien relayée par Montaigne, aussi par les bas-reliefs, sur les églises romanes par exemple. Les enluminures du Moyen-Âge en parlent, même dans les récits de chrétiens de Troie, on parle d'un homme sauvage qui est défié par Gauvin, par un chevalier de la table ronde. Voilà, c'est le côté folklorique. Et il y a aussi un autre côté qui m'a un peu plus intéressé. J'ai poussé un petit peu l'analyse autour de l'homme sauvage comme figure scientifique. Voilà, l'homme sauvage, objet de curiosité scientifique. Donc là, on est plutôt sur homme sauvage, homme bête, homme singe. Et donc, on peut glisser vers ce qu'on appelle les hominidés, comme l'homme de Néandertal, effectivement, comme plein d'autres hominidés, hommes sauvages, voilà. Vous avez travaillé sur le Yéti. C'est un homme sauvage, le Yéti? Le Yéti, c'est un homme sauvage. C'est en quelque sorte l'homme sauvage du Népal. Et sous ce vocable d'homme sauvage, donc voilà, il y a différentes créatures. Donc ça peut aller donc on en a parlé de l'ermite, de l'homme ensauvagé, mais aussi de l'autre, c'est-à-dire d'une créature qui n'est pas humaine ou qui est d'une humanité différente. Et là, on retombe sur des figures qui sont finalement bien connues de la culture populaire, comme le Yéti de Tintin au Tibet, le Bigfoot dont on a entendu parler aux États-Unis. Donc voilà, et ce phénomène, en fait, il se déploie partout dans le monde. Et voilà, c'était une façon d'évoquer ça, ce film. Alors, le Yéti, c'est un mythe qui a fait rêver tous les amateurs de légendes et terroriser les petits Tibétains. Vous consacrez donc ce film à l'abominable homme des neiges. On regarde un extrait de Yéti, y es-tu? Ces empreintes sont fascinantes. Le talon recourbé est unique. Nous l'appelons pied banane. J'ai gardé des copies, mais les archives principales sont à Londres, au Muséum d'histoire naturelle. Quand on regarde ces images des autres hominoïdes, c'est-à-dire des hommes et des singes, on voit que ces empreintes présentent un mélange unique. Le pouce rétréci présente un angle proche de celui de l'orang-outan. Les orteils ont tous plus ou moins la même longueur et en ce sens, ils sont comme ceux des humains. Je pense que le fait qu'ils marchent sur ses deux jambes, se tiennent debout, le fait ressembler à un humain. Ce qu'il est vraiment, quelque chose entre l'orang-outan et le gibbon. Un film réalisé avec Fabrice Papillon, écrit avec Fabrice Papillon. Une étude scientifique parue en 2017 explique que le Yéti n'est qu'un vulgaire ours des montagnes. Vulgaire. Ah non, c'est montagne, pardon. Donc voilà, il y a pas mal d'études qui sont faites autour du Yéti. C'est toujours assez surprenant de voir les scientifiques essayer de prouver voilà, la non-existence du Yéti, alors qu'à la base, bon, il n'existe pas, c'est une créature mythologique. Donc l'intérêt scientifique, c'est plus d'aller chercher les traces et de vérifier les témoignages, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Donc ces études, elles réussiront jamais en fait à éteindre le mythe. En fait, elles sont assez parcellaires et pas toujours suffisamment étayées pour réussir voilà, à faire en sorte d'oublier ça. Est-ce que c'est bien que la science n'annule pas le mythe quand même? Oui, c'est vrai, c'est pas mal aussi, effectivement, tout voilà. Mais la science alimente le mythe, finalement. Lorsqu'on a trouvé les fossiles de l'homme de Néandertal au XIXe siècle, il y a eu vraiment un afflux, une explosion de romans autour de la figure de l'homme singe. D'où vient, par exemple, appeler un roman comme La planète des singes de Pierre Boulle,
au début du XXe siècle, ça montre tout cet attrait, cette curiosité même autour des fossiles qui engendre un véritable imaginaire finalement. Alors les hommes sauvages peuplent notre imaginaire, mais qui est-il? Qui l'incarne en 2021? Il y a 3 mois sur ce plateau, à votre place, Geoffroy Delorme, qui a passé 7 ans isolé en forêt. Il est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevreuils. On regarde un extrait de cette interview. La forêt, c'est un univers qui est complexe et quand on vit dans cette forêt-là, on est face à des éléments, des défis parfois et ça nous met face à nous-mêmes. Mais les animaux ne sont jamais un médicament. Je ne suis pas parti du jour au lendemain, je suis parti très progressivement, je faisais des allers-retours jusqu'à la maison familiale et quelquefois je prenais une douche jusqu'au moment où j'ai arrêté d'y aller. Mais c'est Vous êtes habitué petit à petit, c'est ça que vous nous dites? On ne peut pas partir du jour au lendemain, c'est trop radical pour le corps risque de se perdre dans cette nature et d'y mourir. Et il y a des dangers quand même, vous faites une intoxication avec de l'oseille. Oui, alors c'est un risque en fait, c'est que parfois on se dit oh c'est bon, et puis à force d'être bon, c'est un petit peu comme si on mangeait tous les jours des tomates ou tous les jours de l'ananas. Oui. Voilà, il y a un risque d'avoir une petite intoxication, mais on a d'autres plantes qui nous permettent de se reminéraliser juste derrière, comme l'ortie. C'était une idée de faire un break pour savoir qui j'étais, où j'en étais, ce dont j'avais besoin pour vivre. En fait, on remet tout en question et on aligne un petit peu sa conscience avec son corps jusqu'à ce que tout le monde s'adapte. Et c'est ça qui fait un petit peu la magie de cette expérience-là. Geoffroy Delorme, c'est l'homme sauvage version 2021 ? C'est un peu ça finalement, ouais. C'est l'homme de la forêt, c'est l'attrait qu'on a tous pour la nature sauvage, qui là est expérimenté par un homme qui va jusqu'au bout de ses convictions, jusqu'au bout de ses envies, pour renouer, je pense, avec un sens qui nous fait défaut, avec peut-être le cerveau reptilien, avec vraiment les premiers sens de la nature, ce côté de la survie dans le milieu qui est naturel, se retrouve effectivement de manière très récente chez Geoffroy Delorme, mais se retrouvait aussi dans d'autres dossiers comme l'enfant sauvage Victor de l'Aveyron, par exemple, effectivement au XIXe siècle. Ce genre de décision de partir comme ça vous parle? Effectivement, vous dites aussi que c'est une forme d'homme sauvage? Oui, tout à fait. C'est à mesure que la nature sauvage disparaît, finalement, il y a une quête, il y a une soif de retour vers cette nature sauvage. Donc, ce genre d'expérience, on sait qu'elle se multiplie en ce moment. Et l'homme sauvage, il a son rôle à jouer dans ce mouvement qui existe aujourd'hui. Voilà, il y a des militants écologistes qui s'appellent les rewilders, qui veulent, par exemple, restaurer les écosystèmes d'origine et les laisser continuer à vivre sans la présence humaine. Donc, à chaque époque, finalement, l'homme sauvage a sa symbolique et son écho dans l'imaginaire. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, la symbolique de l'homme sauvage, c'est plus une symbolique de la nature sauvage, qu'il l'est de moins en moins, c'est ce qu'on constate tous. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Et même dans le dossier de l'homme sauvage en France, il y a beaucoup moins d'échos, d'images et de représentations de l'homme sauvage au fur et à mesure que les siècles avancent. Effectivement, on en faisait beaucoup plus écho au Moyen-Âge à travers les textes, à travers les récits et même les contes qui sont mis au coin du feu et racontés au coin du feu. Et maintenant, avec la technologie aidante, effectivement, on voit beaucoup moins l'homme sauvage. Mais est-ce que la nature sauvage n'est pas, elle aussi, en train de devenir un mythe vu qu'elle disparaît petit à petit? On n'est peut-être pas obligé de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il reste encore des espaces à défendre. Tout n'est pas perdu. À défendre, oui, mais sont-ils sauvages? Par exemple, nous, dans le film, on a filmé dans des espaces dont les écosystèmes sont restés tels quels depuis quand même des centaines, voire des millions d'années. Donc oui, il y a encore des espaces sauvages, il y a encore des choses à découvrir dans la nature. Alors de plus en plus de citadins se lancent dans des expériences de retour à la terre, recherchent une proximité avec la nature. D'où elle vient cette envie de vie sauvage? On a beaucoup parlé des confinements, on était enfermés, un monde qui a l'air de partir peut-être un peu dans une dimension environnementale qui nous échappe. Est-ce que ça explique en fait cette envie de retour à la nature? Ça vient d'une envie, à mon avis, effectivement, d'un trop-plein urbain, un trop-plein de monde grisâtre, de circulation. Et donc,
un retour peut-être trop utopique, peut-être trop idyllique à la nature, mais après avec des gens qui se retrouvent, qui se construisent dans ce modèle, qui arrivent à être autosuffisants. Et c'est vrai qu'il y a un retour de certains citadins qui reboostent l'économie des villages et l'économie de la campagne. Ça, c'est un vrai mouvement qu'on voit depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, pour se lancer, il y a des livres, il y a des chaînes YouTube. On trouve son tutoriel pour retourner à la vie sauvage, ou en tout cas à la nature. Qui sont, d'après vous, ces néo-autonomistes? Ce sont des néo-bobos survivalistes? Comment vous les voyez? Moi, je ne sais pas si on peut les condamner tout de suite et les catégoriser comme ça. Il y a un peu de tout. C'est un trait d'humour. C'est assez varié. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est autour de la notion de retour à la nature et d'une communion, en fait, d'une vie où l'homme ne serait pas antagoniste avec la nature sauvage, c'est là-dedans, en fait, que l'homme sauvage et que toute la symbolique autour de ça se déploie et qu'on peut aussi, nous, y trouver notre compte dans cette époque. Mais dès l'origine, l'homme sauvage est ce trait d'union finalement entre l'homme qui s'éloigne de la nature et ce monde sauvage qui nous effraie, qui nous étonne et dont on aimerait finalement se rapprocher. L'homme sauvage, c'est celui qui est par opposition, qui est opposé à l'homme civilisé, par définition. Un peu, et c'est vrai que ce qui fascine l'homme civilisé dans l'homme sauvage, c'est que cet homme sauvage n'a pas renié du tout sa nature profonde, n'a pas du tout renié la forêt, n'a pas du tout renié d'être baigné dans les éléments de la nature. Et finalement, je pense que l'homme civilisé est peut-être un petit peu jaloux, frustré de cet homme sauvage qui est beaucoup plus en harmonie avec les éléments, qui ne connaît pas la solitude, qui ne connaît pas la mélancolie, qui vit juste sa vie de manière très animale et instinctive finalement. Et... Vous pourriez retourner, vous, à la vie sauvage ? J'y suis retourné un petit peu lorsque je faisais des expéditions justement à la recherche du Yéti au Canada, un petit peu, là, avec la tente, le sac à dos et tout ça. Mais j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Maintenant, non, je reste avec mes livres. Maintenant, même question pour vous, pour conclure. Oui, pareil pour le tournage de ce documentaire. On a passé une bonne semaine au plein milieu du plus grand parc naturel indonésien et on se rend compte que là, c'est quand même très compliqué. Deux hommes sauvages sur le plateau de 64 minutes. Florent Barrère sur les traces de l'homme sauvage. Christophe Kilian, Yéti, merci à vous deux d'être venus dans 64 minutes. Merci d'avoir invité. Merci.